N'ayant pas mis en place d'expérience concernant l'odorat, nous sommes allés nous renseigner près d'une personne ayant perdu ce sens. Nous sommes donc allés voir Madame René, qui a très gentiment accepté de nous parler de son histoire et du changement qu'elle a perçu au niveau du goût depuis qu'elle n'a plus l'odeur. C'est progressivement. C'est progressivement, entre parenthèses, pas très lent, plutôt Rapide. on peut pas dire rapide, mais enfin on s'en aperçoit rapidement. Et est-ce que vous avez perdu le goût directement, en même temps que vous perdiez l'odeur, ou c'était plus tard? Ça a été un peu plus lent, mais c'est dans la foulée. Alors par contre, ça, c'est... Bon, je dirais pas que c'est plus gênant, mais c'est-à-dire que, voilà, moi, tout a quasiment le même goût, sauf le sucre. Il faut que le corps aussi, il faut penser qu'il faut avant tout que le corps fonctionne, Oui. hein, ne soit pas, je ne fasse pas un diabète, ou, voilà, alors, autrement, des gaz. Mais autrement, le goût, j'ai la sensation dans la bouche, donc si je mange par exemple de la ratatouille, j'ai le souvenir de la ratatouille que c'est toujours basé un peu sur le souvenir. Oui, c'est avec les yeux que je mange, je dis toujours c'est avec les yeux, parce que bon... Vous dites vous fonctionnez à la vue, mais est-ce que par exemple le tact aussi, enfin le tact des aliments, oui, quand on les mange, oui, dans la bouche, quand ça craque, tout ça aide ou pas, ou ça... oui, je pense que c'est important. Par exemple, si je fais trop cuire, en ce moment je fais beaucoup de ratatouille, tout le monde aime ma ratatouille, alors je pense. Alors si je l'ai laissé un peu trop cuire, c'est pas très agréable. Mais c'est quand même... c'est mieux si quelques légumes restent un peu plus fermes. C'est une sensation, c'est pas un goût. Je me rappelle comment je faisais, ce que faisait ma mère à un moment, parce que c'est toujours la mère, qu'elle ne soit plus là, ou c'est une référence qui compte toute la vie pour les gens. Donc vous avez que le sucre qui reste comme goût, légèrement? Un peu l'alcool. Par exemple, j'ai un faible pour le whisky. J'en bois très peu, pas souvent. Mais là, j'ai l'impression de boire cet apéritif avec autant de plaisir que je le buvais avant. Le vin aussi, j'ai un petit peu le goût du vin, donc j'ai mon verre de vin à chaque repas. Vous dites le froid et la chaleur. Donc pour les aliments, c'est juste le goût, la température, vous oui, la sentez quand même, d'accord. Avant de tester nos différents produits sur différentes personnes, nous nous sommes demandé avec Professeur Bark quels pouvaient être les résultats de notre sondage. D'après ce que nous savons déjà par rapport à notre expérience personnelle quotidienne, nous pensons que la vue et le toucher, ou consistance, jouera un gros rôle sur le goût que nous percevons. Cependant, nous ne sommes pas persuadés que la température altérera le goût par rapport à la crème de base. Après avoir fait goûter les produits à une trentaine de personnes, une fois à l'aveugle et une fois à la vue, nous avons regardé tout d'abord l'ordre de préférence de chaque produit fait par chacun et fait des comparaisons suivant les résultats à l'aveugle et à la vue de chaque échantillon. À partir de cela, nous avons créé des statistiques pour tirer des conclusions. Ensuite, nous avons regardé les commentaires de chacun durant les périodes de dégustation, ce qui, bien qu'étant des informations subjectives, peuvent nous guider et clarifier les résultats que nous avons trouvés. En effet, durant la dégustation à l'aveugle, certains pensaient que la crème de marron de base était du miel. De plus, nous avons souvent entendu, quand nous faisions goûter la crème de marron colorée, qui n'avait, il est vrai, pas un aspect très accueillant, des phrases comme « Ah, c'est dégoûtant !» ou « Ah, mais c'est ignoble !» alors que, sans les voir, le goût ne les avait pas choqués.
Maintenant, nous pouvons nous demander comment marchent toutes ces différentes perceptions. Tout d'abord, le goût, pour être perçu, mobilise deux sens, le système gustatif, donc le goût, et le système olfactif, l'odorat. Le système gustatif, lui, apporte 30% des informations nécessaires pour arriver à la sensation finale du goût. En effet, quand nous mâchons un aliment, la salive dissout les molécules sapides contenues dans ce même aliment. Ce sont ces molécules qui déterminent la saveur de l'aliment en question. Ensuite, ces molécules sont captées par les différentes papilles gustatives et grâce à un message nerveux, cette information est envoyée au cerveau pour être traitée. Effectivement, l'information est tout d'abord envoyée au thalamus, qui la transforme en message électrique pour qu'elle puisse accéder aux différentes parties du cerveau traitant les sensations du goût, la région gustative de l'insula, la région gustative du cortex sématosensoriel et enfin la région de la langue du cortex sématosensoriel. Mais ce n'est pas tout. Une fois l'aliment étant mâché, il libère des molécules odorantes qui remontent ensuite vers le nez, où elles sont détectées par des neurones olfactifs. Ces neurones envoient donc un message électrique au cortex olfactif, qui lui-même renvoie le message au cortex orbitofrontal et au bulbe olfactif. C'est donc le système olfactif qui traite le reste des informations concernant le goût de l'aliment consommé. Ceci nous prouve donc bien que l'odorat a un lien direct avec le goût. En effet, sans odorat, il nous manquerait 70% des informations gustatives. De plus, il y a un lien direct entre le toucher, qui se traduit par la texture, et notre goût. Les papilles gustatives possèdent en effet différents types de récepteurs qui reconnaissent et différencient les différentes textures et les différentes températures. C'est d'ailleurs pour cela que quand on se brûle la langue, ce que nous mangeons peut nous paraître un peu flou. Mais ce n'est pas fini. Bien entendu, la vue joue aussi un grand rôle dans le goût. Pour commencer, l'aspect visuel est le premier contact que nous avons avec l'aliment que nous allons déguster. C'est un premier indice, parfois une mise en garde. Ensuite, le nerf ophtalmique, qui s'occupe de tout ce qui est visuel, fait partie du nerf trijumeau, qui rassemble le nerf lingual, le goût, maxillaire, olfactif, et le nerf ophtalmique. Les informations de ces trois sens sont donc étroitement liées. L'ouïe, elle, a un rôle beaucoup moins important dans la perception du goût, mais elle n'est pas négligeable. Par exemple, on a tous des types de musique que l'on aime et d'autres que l'on n'aime pas. Eh bien, quand on mange, c'est pareil. Lorsque nous mâchons un aliment, par exemple, nous percevons un bruit différent, plus ou moins agréable. C'est pour cela que parfois, certaines textures nous sont préférables à d'autres. Enfin, malgré le fait que tous ces éléments soient très bien structurés dans le corps humain, le goût et les préférences dépendent de chacun. En effet, 100% des mammifères naissent avec le goût sucré et en aimant ceci. Les autres goûts ne se développent ensuite vraiment qu'avec l'expérience. En effet, l'enfant développe ses goûts en fonction des événements qui se produisent. Par exemple, si un enfant éprouve du plaisir pendant qu'il mange, ce qu'il mangera dans les secondes qui suivent cet événement sera quelque chose de bon. C'est comme cela que les différents goûts se développent. C'est donc selon notre propre expérience personnelle, mais aussi nos différentes cultures, que nos préférences se créent. Nous avons donc pu voir, grâce aux résultats de nos expériences et nos recherches sur le goût et les sens qui sont reliés, que ce goût peut quand même être expliqué à travers des mécanismes complexes et le font paraître moins abstraits. Nous avons vu que les différents sens affectent le goût de différentes manières. Cependant, malgré qu'il puisse être expliqué par des mécanismes complexes, le goût reste quand même très subjectif et varie beaucoup de personne en personne. Et de plus, il change aussi pendant le temps. Voilà, nous sommes contents de vous avoir eu pendant cet épisode et nous espérons vous voir